Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, le conseiller économique d'Ociam. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on a la Chine et les États-Unis qui négocient deuxième jour depuis hier à Londres pour ce deuxième round donc, de discussion qui porte notamment sur les terres rares, produits à 70% par les Chinois, dont l'industrie auto américaine... Et raffinés à plus de 90% par les Chinois. Et dont l'industrie auto américaine a cruellement besoin. Certaines usines ont dû mettre des salariés à pied par manque, encore une fois, d'intrants. Sur quoi peut déboucher? C'est un round de négociation, et encore une fois, ce n'est pas la fin de la guerre commerciale, mais sur quoi tout ça peut déboucher, en tout cas à court terme, alors qu'il y a un moratoire aussi, et qu'il y a des suspensions de droits de douane qui durent jusqu'au... juillet. Ouais, juillet, un truc comme ça. Je ne crois pas qu'avoir des droits de douane élevés soit l'objectif final de Donald Trump. C'est un moyen de faire pression sur ses partenaires commerciaux des États-Unis pour obtenir autre chose. Il ne veut pas les droits de douane il veut des droits de douane pour financer ses baisses d'impôts, non? Mais il est conscient que les droits de douane, ça veut dire l'inflation, ça veut dire moins de consommation. Et d'ailleurs, les derniers chiffres sur les États-Unis sont très mauvais. Enfin, non, on a eu les créations de postes vendredi, 140 000 créations de postes. Mais si vous regardez les ISM, c'est-à-dire les anticipations de production, à la fois les services et l'industrie anticipent maintenant une récession aux États-Unis. Donc les derniers chiffres sont mauvais. Et donc, il va garder des droits de douane modestes. Je crois qu'à la fin, il y aura 10% de droits de douane globaux et il n'y aura pas de droits de douane plus élevés sur la Chine ou sur l'Europe. Donc c'est plus un sujet, ça? Mais c'est un sujet de négociation. Donc il menace de droits de douane spectaculaires pour obtenir autre chose. Alors vis-à-vis des Chinois, les Chinois ont un moyen de pression et une position de négociation très forte parce qu'à nouveau, ils raffinent plus de 90% des terres rares. Et ils ont maintenant une autorisation d'exporter les terres rares. Terres rares qui sont indispensables. Alors c'est pour les pots catalytiques des voitures thermiques, c'est pour les batteries électriques, c'est tout ce qui utilise un aimant, donc en particulier les disques durs, et donc c'est extraordinairement important. Et d'ailleurs, si on n'avait plus de terres rares, la plupart de toutes ces industries s'arrêteraient. Et donc, les Chinois vont vendre chèrement leur peau, et donc, probablement, ils vont accepter, d'ailleurs, il y a quelques permis d'exporter qui ont été accordés très récemment, ils vont accepter d'exporter davantage de terres rares, et en échange d'une nouvelle réduction des droits de douane qui frappent leurs produits à l'entrée aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, la négociation avec la Chine va se terminer. Elle va se terminer parce que les Chinois sont en position de force, en réalité, dans cette négociation. Donc maintenant, il y a la négociation avec l'Europe, et qui va être beaucoup plus compliquée, parce que d'abord, l'Europe a peu de position de force. De quoi l'Europe peut menacer les États-Unis? On importe du gaz et du pétrole, on importe des produits pharmaceutiques, et on importe beaucoup de services, des services numériques, et on ne peut pas se passer de ces importations. Donc les droits de douane dont peut menacer les États-Unis et la Commission européenne, ça porte sur très peu de produits en réalité. Et puis il y a une menace, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la section 899 du Beautiful Big Bill. Potentielle taxe de 20%. Et alors cette taxe de 20% sur tous les revenus générés aux États-Unis par les non-résidents, qui résident précisément dans des pays qui appliquent une fiscalité discriminante vis-à-vis des entreprises américaines. Et les deux fiscalités discriminantes, c'est appliquer la taxe minimum de 15% sur les multinationales, qui est une suggestion de l'OCDE, et taxer les entreprises numériques, qui est une suggestion de la Commission européenne. Et donc ce que les Américains veulent obtenir des Européens, c'est l'ouverture de leur marché. Ouverture sur quel point? Sur l'agroalimentaire. Donc il faut renoncer aux normes sanitaires. Sur les entreprises numériques, donc il faut renoncer d'abord à leur mettre des amendes pour position dominante et à les taxer. Sur les voitures, il faut renoncer aux normes environnementales. Donc ils exigent des Européens un renoncement généralisé aux normes. Et on va lâcher? On va se coucher? Soit on ne va pas lâcher, soit on va avoir la taxe de 20% sur tous les revenus en provenance des États-Unis, que ce soit des revenus d'entreprise, des revenus d'action, des revenus d'obligation. Ça pénalise qui au final, ça? Ça pénalise tout le monde, comme les droits de douane, mais ça pénalise les Européens
et les Américains, dans la mesure où les Européens arrêteraient d'investir aux États-Unis, quoi. Mais je crois que c'est une menace crédible. Et à nouveau, les droits de douane, c'est très impopulaire aux États-Unis en réalité. Par contre, financer les baisses d'impôts par des impôts nouveaux sur les non-résidents, c'est assez populaire. Donc je ne crois pas à nouveau que l'objectif final de Donald Trump, c'est de maintenir des droits de douane élevés. Je crois que l'objectif final, c'est, vis-à-vis de la Chine, c'est d'obtenir une alimentation libre de son industrie en terres rares. Et vis-à-vis des Européens, c'est d'obtenir une ouverture généralisée des marchés européens aux produits de toute nature américains. Et à votre avis, l'Europe va réussir à... Je ne vois pas quelle est la monnaie d'échange de l'Europe. Alors on peut importer effectivement un peu plus de gaz naturel liquéfié parce qu'on va arrêter d'importer du gaz liquéfié de Russie. Ça fait toujours 20% des importations. Mais ça, c'est quelques milliards de dollars par an, quoi. Et donc rééquilibrer le commerce des biens bilatéral. Le commerce des biens entre les États-Unis et l'Europe est déficitaire pour les États-Unis d'à peu près 160 milliards de dollars. Non, 260 milliards de dollars. Mais le commerce des services est très excédentaire. Donc l'un dans l'autre. Biens et services, c'est à peu près 50 milliards de dollars de déficit, ce qui est un chiffre... Moi, c'était un peu plus. Oui, c'est 50-60, c'est un petit déficit. Hein, et c'est un chiffre contesté d'abord par l'administration américaine. Mais je crois que la position de négociation de l'Europe est assez faible en réalité. Et à nouveau, ce que les États-Unis veulent obtenir, c'est des débouchés pour leurs biens et des débouchés pour leurs services, et qu'on arrête d'ennuyer les multinationales américaines par des réglementations ou par des impôts. Ce serait de grands renoncements de la part des Européens d'accéder à cette demande-là. Mais c'est très improbable que l'Europe renonce, mais d'un autre côté, c'est très improbable qu'elle accepte d'être surtaxée sur ses investissements aux États-Unis. Donc je ne sais pas du tout ce que sera l'issue de cette négociation, mais on peut être beaucoup plus pessimiste sur l'issue des négociations États-Unis-Europe que sur l'issue des négociations États-Unis-Chine. Le coût des tarifs, pour vous, commence vraiment à se faire sentir aux États-Unis. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'effectivement, on l'a dit, le nombre de créations de postes, toujours satisfaisant, ça ralentit, mais timidement aux États-Unis. Mais dans les données en dur, on voit vraiment, encore une fois, l'impact négatif. On n'a toujours pas les données du mois de mai de l'inflation. En avril, ça ne se voyait pas sur les chiffres de l'inflation. Inflation, consommation, alors, ça se voit sur les enquêtes. Ça se voit sur les enquêtes du Conference Board sur les consommateurs américains. Les consommateurs anticipent 6,5% d'inflation à la fin de l'année. Alors qu'ils sont à 2,5%. Et ils sont très pessimistes sur les perspectives de consommation, de bien-être sur l'économie américaine. Et donc, c'est pas très visible aujourd'hui sur des chiffres durs. Bon, cela étant, les chiffres durs du mois de mai sont toujours pas sortis, quoi, hein, donc, la bascule, elle se fait quand ? Sur l'économie américaine, sur les chiffres, sur les données en dur. D'autre part, on a eu une très grande perturbation des chiffres américains par le fait qu'il y a eu énormément d'importations de précautions à partir du mois de février-mars pour se prémunir contre des droits de douane. Et donc il y a une énorme dégradation de la balance commerciale des États-Unis qui recommence à s'améliorer. Et il y a eu un freinage de l'économie américaine qui va se corriger. Et il y a le symétrique en Europe. Les chiffres du premier trimestre sont beaucoup trop élevés en Europe parce qu'il y a eu ces exportations de précaution vers les États-Unis et les chiffres du deuxième trimestre sont... Mais à nouveau, on n'observe pas énormément sur les chiffres durs, comme vous dites, d'effets négatifs. Bon, si on regarde une hausse de 10 points du droit de douane moyen, ce qui va probablement être pas très loin de la réalité finale. Aujourd'hui, on est au-dessus parce qu'il y a 50% sur l'acier et l'aluminium, il y a 25% sur les voitures. Ça fait presque 10 points de hausse des prix d'importation, parce qu'il y a un pass-through, comme on dit. Et puis, ça va faire à peu près 7 points. Alors, les importations, c'est 14% du PIB, et ça va faire à peu près 0,7 points d'inflation en plus. Sur 2025. D'ici la fin de l'année. Hein. Et donc l'inflation américaine passerait de 2,8 à 3,5. Donc c'est quand même un choc inflationniste visible, même si on n'a que 10% de droits de douane, et qui va amputer la consommation des ménages. Mais quel inconfort, je pense, pour la Fed, hein, qui non seulement va voir l'économie ralentir, et en plus avoir plus d'inflation. On se dit qu'elle ne fera rien cette année. Aujourd'hui, on se dit que les plus optimistes voient un geste en septembre, en octobre.
Les marchés attendent 25 points de base cette année. Mais la Réserve fédérale est coincée par son double mandat. Elle a un mandat sur l'inflation et elle a un mandat sur la croissance. Et donc, sur les deux mandats, il faut qu'elle attende le résultat des négociations, en particulier commerciales. Parce que s'il y avait les droits de douane qu'avait suggéré Donald Trump au mois d'avril, on aurait une inflation supplémentaire colossale aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 0,7 points d'inflation supplémentaire. Et ça, en partant de 2,5. Hein. En partant de 2,8. Je raisonne hors énergie. Hein, donc, okay. Et donc... 3,5 d'inflation, c'est quand même beaucoup, beaucoup supérieur à l'objectif de la Réserve fédérale. Quoi. Donc la Fed ne fera rien cette année, a priori. Et quand donc sauf s'il y a une récession. Et donc si la consommation des ménages s'affaiblit, si l'investissement des entreprises s'affaiblit, et à nouveau, on ne peut pas exclure un scénario de croissance très faible, parce qu'à nouveau, les indicateurs avancés de la croissance sont beaucoup affaiblis. Donc quand Trump demande carrément une baisse de taux de la Fed de 1 point entier, donc pas 25, pas 50, mais 1 point de pourcentage, 1% de baisse de taux de la Fed, il se réunit le 18 juin. Il l'aura plus tard si la croissance américaine s'affaiblit beaucoup. Parce que la Réserve fédérale, c'est très clair. Sa stratégie, c'est tant que l'économie va bien, on a une cible d'inflation, et dès que l'économie va mal, on a une cible de soutien de l'économie. Ouais. Donc si la Réserve fédérale bascule d'une cible d'inflation à une cible de soutien de l'économie, elle baissera les taux d'intérêt, quelle que soit l'inflation. Ouais. Son comportement est très différent de celui de la BCE. Et ça sera potentiellement quelque part au second semestre. On saura au second semestre si les prévisions consensuelles de croissance pour les États-Unis, qui sont de 1,6, 1,7, se réalisent, il n'y aura pas beaucoup de sujets croissance. Et donc la Réserve fédérale restera avec un objectif d'inflation. Si la croissance américaine tombe autour de 0 sur les trimestres qui viennent... C'est votre scénario, ça ? À nouveau, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que sera la réaction des consommateurs américains. Pour l'instant, on a juste les chiffres du premier trimestre. La demande intérieure privée au premier trimestre a légèrement accéléré par rapport à la fin de 2024. Donc on a au premier trimestre pas du tout de ralentissement. Le ralentissement, il est uniquement dû à la contribution des commerces extérieurs. Ouais. Et donc on manque d'indications chiffrées. On peut faire il y a certains collègues qui font des scénarios de récession, mais ils sont aussi inventés que les scénarios des organisations internationales qui visent sur un ralentissement de la croissance. Patrick, je n'imaginais pas qu'un jour on aurait une discussion sur la montée du risque politique aux États-Unis. C'est vrai, hein, c'est pas... Et pour autant, on a le sentiment, mais j'ai envie de vous écouter là-dessus, les investisseurs étrangers, internationaux, donc non américains, ils s'interrogent vraiment aujourd'hui sur leur surexposition aux valeurs américaines. Il y a vraiment un sujet qui est tarot. Il n'y a pas que les valeurs, il y a une question... Enfin, sur les actifs en dollars. Il y a une question sur les investissements d'entreprises. Et par exemple, les Canadiens ont complètement arrêté tous les investissements d'entreprises aux États-Unis. Alors, il y a une partie de rétorsion politique, il y a une partie d'inquiétude et d'incertitude. Et beaucoup d'Européens sont en stand-by sur leurs investissements aux États-Unis. Hein. Donc, visiblement, les investissements directs d'entreprises aux États-Unis en 2025 vont s'affaiblir beaucoup. Hein. Alors ensuite, il y a la question des marchés financiers. Bon, on a quand même une inversion de la performance relative du marché américain et du marché européen depuis le début de l'année. Le marché européen surperforme par rapport au marché américain. Européen, canadien, suisse, oui. Voilà. Et ce qui est quand même aussi lié... Alors, ça a perduré, pas? Ça a continué ou pas, cette surperformance? Oui. Alors, le marché américain s'est pas mal redressé. Hein. On est revenu à 4 ou 5% du niveau pic, hein, qui était le niveau de la mi-février de cette année aux États-Unis, hein, sur le S&P. Mais le marché européen a performé nettement mieux que depuis le début de l'année que le marché américain. Ça continue. Et on entend pas mal d'investisseurs se poser des questions sur ils étaient tout le monde était surpondéré sur les États-Unis. Ouais. Donc sans sous-pondérer les États-Unis, si vous revenez à une pondération normale des États-Unis, vous achetez des actions européennes, vous achetez des actions d'autres pays. Et vous vendez... De là parler de défiance, il y a un pas qu'on ne franchira pas. Il y a un bon indicateur qui est le dollar. Bon, on est passé d'un 0,2 au début de janvier à 1,14. Ouais. Bon, c'est pas le dollar particulièrement faible. Hein. La parité de pouvoir d'achat, c'est autour de 1,16. Mais c'est quand même 12%, 14% de dépréciation du dollar, qui veut dire qu'il rentre moins de capitaux aux États-Unis. Et donc,
on n'a pas les données pour savoir définitivement quelle partie c'est des réductions d'achat d'actions. On peut se fier aux déclarations des grands investisseurs qui achètent moins d'actions américaines et quelle partie c'est des réductions d'investissement d'entreprises. Et puis on ne voit pas sur les chiffres d'avril de réduction des achats de dette publique des États-Unis. D'ailleurs, on a des chiffres très détaillés du Trésor américain qui sont les encours de dette publique des États-Unis détenus région par région. On n'a pas de rupture en avril. Mais c'est probablement moins d'investissement d'entreprises et moins d'achats d'actions. Mais ce n'est pas massif. Hein, ça n'empêche pas le marché américain d'être pas très loin de ses plus hauts. Et ça... même sur les obligations, ça n'empêche pas d'avoir des taux américains. Si vous comparez le taux à 10 ans et le taux à 2 ans, ce qui est une mesure de la prime de risque sur les obligations, bon, il a augmenté, cet écart a augmenté d'une trentaine de points de base, donc ce n'est pas une défiance massive vis-à-vis des treasuries. Et puis sur le dollar, 1,14, ce n'est pas une défiance massive vis-à-vis du dollar. Donc pour l'instant, il y a un... Si on en reste là. Si on en reste là. Et alors, pour n'en pas rester, les projets... alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord un sujet purement intérieur américain qui est le déficit public prévu l'année prochaine. Donc sur l'année fiscale 2025-2026, on va avoir un déficit public supérieur à 7 points de PIB aux États-Unis. Donc ça pose pas mal de questions aux investisseurs sur la soutenabilité de la dette publique américaine. Le CBO, qui fait les prévisions bipartisanes au Congrès, prévoit que le taux d'endettement public des États-Unis va augmenter pratiquement de 60 points dans les 20 prochaines années. Donc, ils sont à 120, non? Ils sont à 100. Ah, ils sont à 100 et ils iraient à 156 de mémoire. Donc ça, c'est quand même un sujet d'inquiétude. Il y a un sujet d'inquiétude qui est les droits de douane, mais à nouveau, je ne crois pas que l'objectif final de Trump soit de maintenir les droits de douane. Et puis, il y a un sujet d'inquiétude vis-à-vis des Européens, c'est la taxation, la surtaxation de tous les actifs européens aux États-Unis, qui a été voté par la Chambre des représentants. C'est pas un projet en l'air. Il reste après le... Oui, mais le Sénat va la voter. Et honnêtement, autant il y a pas mal de sénateurs qui se tordent, qui n'aiment pas les droits de douane, autant réduire le déficit public par une surtaxation des non-résidents, ça plaît pas mal de sénateurs. Donc, on va continuer à avoir des turbulences ou pas? On va finir là-dessus, Patrick, au second semestre sur les marchés boursiers. Alors, on avait quand même un premier semestre. Oui, mais il y a la thèse du taco. Trump always chickens out. Trump se dégonfle toujours. Si vous regardez les chiffres, la première annonce de droits de douane a fait effondrer le marché des actions américaines. Je crois qu'on perd 20%. Enfin, je veux dire, c'est un effondrement. La deuxième annonce de droits de douane, les 50%, et puis les annonces fiscales, etc., ne fait à peu près... Enfin, le marché action, il a baissé de 2%. Donc, et donc, les marchés commencent à se dire qu'en réalité, Trump surveille les marchés. Et donc, surveille le marché des actions et surveille le marché obligataire des États-Unis, et qu'il ne fera rien de durable qui pénaliserait les marchés. Donc il y a un Trump put, et comme il y avait le Greenspan put, on avait la même thèse sur les actions américaines sous Alan Greenspan. Alors est-ce que le Trump put est vrai? Moi je crois que Trump va persister dans des décisions qui sont très défavorables à l'économie américaine, et en particulier son attitude vis-à-vis des institutions publiques de recherche ou des universités, c'est vraiment terrible, parce que c'est attaquer ce qui fait la suprématie technologique ou intellectuelle des États-Unis. Vous savez que les immigrés aux États-Unis sont responsables de 55% des créations de licornes dans la Silicon Valley. Que les immigrés aux États-Unis créent 2,5 fois plus d'entreprises par tête que les Américains d'origine, et qui sont nettement plus qualifiés. Si vous arrêtez l'immigration, alors des étudiants qui restent en général après leurs études aux États-Unis, vous condamnez les États-Unis à descendre en gamme très très rapidement. Il n'y aura plus de créateurs d'entreprises et d'innovateurs aux États-Unis. Et donc les marchés n'ont pas l'air de s'inquiéter de ça. En réalité, c'est la composante la plus inquiétante de la politique de Trump. C'est cette détestation de la recherche, des universités, de la science. Mais ça produira ses effets plus tard. Donc c'est pour ça que les marchés ne valorisent pas.
Oui, mais les marchés devraient le valoriser. Si les marchés regardaient à long terme et si cette politique est poursuivie, et je crois qu'elle sera poursuivie, c'est extraordinairement mauvaise nouvelle pour les gains de productivité, pour la capacité d'innovation des États-Unis. Après, tant que les actions américaines bénéficient d'une croissance de leurs profits supérieure à tout ce qu'on voit par ailleurs dans le monde, les investisseurs mondiaux... Et la croissance des profits, c'est la capacité d'innovation des États-Unis. Dans un futur. Oui, mais si les chercheurs commencent à s'en aller ou si les nouveaux étudiants, ils iront. Il y a l'université de Hong Kong, apparemment, accueille énormément de chercheurs américains. Donc, ils iront en Asie, ils iront dans des pays qui ont des politiques de la science beaucoup plus décentes que la politique de l'administration Trump, quoi. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Patrick Artus, le conseiller économique d'Ociam, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.